Et ils sont toujours là les canards. Le dernier sprint avant Ugeride. Oh, Lars Van der Haar, magnifique, vous avez vu? Il prend tous les risques, Mathieu Van Der Poel. Il est capable de se foutre en l'air. Quel spectacle ahurissant encore. Ils sont complètement fous. Faut le choper dans le bois, lui mettre 2-3 béquilles. Le petit coup de but, pardon. Ça t'appelle et ton sou tous les lundis soirs. 20h sur Instagram. C'est bac à sable. Salut la régie, salut Jérém. Salut à tous, comment ça va? Petit pull pour Winamax, impeccable, ça va. Monsieur fait son placement de produit, impeccable. Et ben vas-y, fais-toi plaisir Jérémy. Petits écouteurs Bang & Olufsen, ça y va? C'est pour te rendre hommage parce que je sais que ce soir, juste après le live, il faut qu'on te libère vite parce que tu as un tournoi de poker. Donc voilà, c'était pour te rendre hommage. Merci. Salut à tous. Juste quelques petites précisions, on les donne tout de suite pendant qu'on est là. Il n'y aura pas de bac à sable lundi prochain pour 2 raisons. Parce que Steve Chenel reprend Bistro Vélo, ce sera le premier épisode avec Louis-Pierre et Nico Fritsch. Et moi, je serai sur la piste avec Arnaud Tournant, donc on fera bac à sable le mardi soir. En revanche, il y aura une petite surprise le lundi à la place de bac à sable. On vous publiera une sorte de best-of, de bêtisier de la saison. Non. Comment on peut appeler ça? Un pot pourri. Un pot pourri, voilà. Des backstage avec beaucoup de Steve Chenel, mais aussi du Anthony, puis un petit peu de moi. Donc voilà. Ça, ce sera pour lundi. Et nous, on se retrouvera mardi prochain. Mardi soir, 20h. Aujourd'hui, salut à Seb Piquet qui est en direct de Lalou-la-Tour. Je sais pas, il a dû se perdre. Je sais pas comment il est arrivé sur ce live. Monsieur va comme ça en Arabie Saoudite. Monsieur Piquet, mois de janvier, tac, monsieur va au soleil. Ah, lui, il vit bien. Lui, il vit bien. Il va au Dakar, il va à Laloula. Bref. On va pas spoiler, mais dans la petite vidéo de lundi prochain, il y a un mec qui se prend pour Seb Piquet. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, je lui ai déjà envoyé cette vidéo, mais j'en dirai pas plus. Je spoil pas, mais... Le programme du soir, on va débriefer ce qui s'est passé à Maasmechelen et à Hoogeride, et ensuite on aura le Didier Deschamps du cyclocross, le sélectionneur de l'équipe de France. Oh le coup. François Trarieux. Et on a plein de questions pour lui, et il y aura même un petit quiz. Voilà, c'est la première fois qu'on fait un quiz à l'invité, il est pas au courant. Il y aura un quiz pour François Trarieux qui, à mon avis, il va être ravi. Vaudra le détour. Je pense qu'il sera vraiment ravi. Messieurs, on va commencer par Steve Chenel, parce qu'Anthony Nicolas était derrière le poste, mais n'a pas commenté ce week-end. Donc, honneur à celui qui était au micro. Avec tout de suite une première question. La question du week-end. Lucinda Brandt est-elle toujours, oui ou non, la favorite pour les mondiaux la semaine prochaine? Alors oui, ta question elle est claire. Ça reste toujours la favorite pour la semaine prochaine à Hulst. En revanche, le week-end qui vient de passer avec Maasmechelen samedi et donc Hoogeride hier a donné beaucoup d'espoir aux filles qui seront sur la ligne de départ et peut-être que contrairement à d'habitude et où on avait depuis le début de saison une Lucinda Brandt qui, peu importe ce qui se passait, arrivait à maîtriser la situation, était en contrôle. Je pense que la semaine prochaine, s'il se passe quelque chose par rapport à tout ce qui s'est passé ce week-end, elle pourrait être en situation de panique et avoir peur de perdre. Et je pense que ce week-end, ça a été un week-end ultra important, pas pour elle, mais pour les autres filles, pour les Puck Peters, les Amandine Fouquenet, les Céline Alvarado, de se dire que oui, Lucinda Brandt au mondial peut être battue. Ça reste l'archi favorite, ça reste pour moi celle qui nous a montré depuis le début de saison le plus de garanties, mais j'ai quand même le sentiment, Tonio, tu me diras ce que t'en penses, mais quand on est un athlète et qu'à moins de 8 jours d'un championnat du monde, vous prenez une petite cartouche, parce qu'à Maasmechelen, elle prend une petite cartouche, on va appeler un chat un chat, même si beaucoup aimeraient être à sa place, elle a pris une cartouche, et qu'on décide de faire l'impasse pour se préserver, c'est qu'il y a quand même un petit souci mental. Tonio. J'y crois pas une seconde. Là, c'était un plat du pied, j'étais obligé de répondre ça. Je suis désolé, mais là. Alors, le je n'y crois pas une seconde, on rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, c'est une référence à ton pronostic des mondiaux de Liévin où tu nous avais dit, moi, je vous le dis, les gars, je vous l'annonce depuis des semaines. Je vous l'ai dit l'an passé. Sera championne du monde. Et là, moi, je t'avais répondu, ça venait du cœur, j'y crois pas une seconde. Et c'est vrai que j'ai eu un peu chaud. Et là, je réitère, Lucinda Brandt sera championne du monde à Hulst.
Mais alors, attends. Alors, pause. On va arrêter là tout de Parce que suite. du coup, il va gueuler Faut parce savoir- que le prono que je lui ai envoyé, c'est Bah pas oui, le même. faut savoir que ce matin, alors c'était ni fait ni à faire, mais Anthony Nicolas a lancé via la plateforme Bac à Sable un concours de pronostics. Alors d'ailleurs, personne n'a compris ce qu'il fallait faire parce que c'était tellement mal expliqué. Mais toujours est-il que en amont, on avait préparé des infographies avec les pronostics de tout le monde. Et il se trouve qu'Anthony Nicolas m'a envoyé ses pronostics avec la victoire d'Alvarado. Oui, parce que ça me ferait C'est- plaisir. Non mais c'était hier soir. Et là, lundi soir, Ouais, mec, mais c'est j'ai même pas passé réfléchi, 24 heures. j'ai analysé, j'ai regardé un peu le truc pour La moi. météo. Pour moi, gros coup de bluff. Bon, vas-y, alors explique. Non, pour moi, gros coup de bluff. D'ailleurs, je viens de voir passer un message d'Alain Lebras et je le salue. Je pensais tout comme lui. Je pense qu'il y a eu une grosse charge de travail. Samedi, visiblement, elle s'est mis un taquet dans le mollet. Donc, je pense à un retour de pédale, un truc comme ça. Petite douleur. On s'est dit de toute façon, qu'est-ce qu'on va aller faire au Gerail? La Coupe du Monde, elle est gagnée. On a peut-être chargé un peu la semaine dernière à l'entraînement. Il y a peut-être un petit peu de fatigue. Autant arriver avec plein de jus du côté de Hulst. Moi, je pense à une chose, c'est la stratégie qu'il va falloir adopter du côté de Hulst. Pour moi, le Brandt, il faut qu'elle fasse à Hulst, il faut partir dès le début, très vite. Alors, c'est pas son fort, on le sait, mais il faut qu'elle descende tout de suite. Il faut absolument pas qu'elle se retrouve dans la même situation que du côté du championnat d'Europe, où elle s'est retrouvée piégée par la tactique des Néerlandaises et que du coup le titre lui a échappé. Pour moi, j'y crois pas vraiment à cette blessure là, ce forfait du côté d'Augeride. Elle s'est dit pourquoi aller à Augeride, pourquoi m'infliger encore ça. La Coupe du Monde elle est gagnée, autant mettre un petit peu relax, faire un peu de jus et puis voilà, bien préparer. Moi honnêtement je pense comme ça. Maintenant ça laisse quand même un petit peu d'espoir et puis ça lui enlève un petit peu de pression à elle et ça laisse un petit peu d'espoir aussi aux autres parce que mine de rien, samedi elle se blesse, elle était peut-être pas dans un grand jour non plus, je pense qu'il y avait la fatigue, mais peut-être que d'autres ont pris un petit peu ça leur donne un petit peu de chance, enfin d'espérance en tout cas. Ça a peut-être fait douter. Peut-être que Lucinda Brandt va peut-être douter. Moi, j'y crois pas. Non. Pour moi, elle doute. Pour moi, elle a chargé l'entraînement, grosse semaine, et elle sera championne du monde à Hulst. Oh, le monologue calamiteux qu'il vient de nous envoyer. Il a dit 3 fois la même chose. Parce que j'ai lu des messages qui arrivent sur mon truc là-haut. Bon, en tout cas, je suis pas de votre avis. Je pense que Peterson est au moins aussi favorite que Brandt. Et je sais pas pourquoi, depuis quelques semaines, j'ai l'impression que ça sent le choke, mais l'énorme choke. Elle a déjà perdu les Europes, alors qu'on la disait intouchable. Elle a perdu les championnats des Pays-Bas. Et là, Peterson, quand même, ça revient très très fort. Après, il y a une autre coureuse qu'on doit envisager. Évidemment, Monique Fouquenet, on va en parler. Mais Alvarado, parce que Alvarado, on l'a entendu, Steve. Samedi, c'était pour elle. Samedi, elle a gentiment laissé gagner Peterson. Alors moi, je l'ai pas entendu l'interview. Si Ah tu peux bon. me- Je te refais le Vas-y, Jérôme. topo. Alvarado avait un peu raté son départ et à 2 tours de l'arrivée, elle se retrouve à chasser derrière Peterson. Elle est avec Fouquenet, elle demande le relais, tu vois qu'elle panique un petit peu. Et donc on lui demande au micro de la Coupe du Monde, dans le dernier tour, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous auriez pu revenir sur Peterson ou pas? Ouais, carrément, j'aurais pu. Après, vous savez, hein, elle est dans la même équipe que moi, donc je voulais pas revenir sur elle. Et là, on a éclaté de rire avec Steve parce que c'était clairement pas ce qu'on avait vu 5 minutes avant. Maintenant, Alvarado, on la connaît, elle est maligne, elle a déjà un titre mondial, et là, je trouve qu'elle a quand même très peu couru par rapport aux autres. Oui, et puis comme on le répète aussi chaque année et avant chaque championnat, jour de championnat, il faut savoir se surpasser, se sublimer, être dans un très grand jour. Et c'est là où moi je pense que Brandt va gagner, mais il faut pas que Brandt fasse la moindre erreur et ne soit bousculé au départ ou autre. Pourquoi? Parce que une fille comme Alvarado, elle va profiter de tout ce qui s'est passé là ces dernières semaines pour justement, à travers la presse, dire non mais moi, ma saison, elle est gagnée. Je suis championne des Pays-Bas. J'ai battu l'archi-favorite. J'ai battu Lucinda Brandt. Pas de souci. Si c'est elle qui fait le départ, un petit peu comme l'a fait Inge van der Heyden, rappelez-vous au championnat d'Europe de Middelkerk. Est-ce qu'on va vraiment avoir une Puck Peters et une Lucinda Brandt qui va rouler derrière? Moi, je pense que la seule qui va rouler, c'est Lucinda Brandt. Hein. Toutes les autres vont jouer sur un petit peu la suprématie. Donc oui, je te rejoins complètement, Jérém, sur attention à Céline Alvarado. Et puis surtout, je pense que elle était bien contente que Lucinda Brandt prenne une petite volée samedi, parce que justement, ça accumule encore de la confiance à toutes les adversaires qui vont avoir la même stratégie qui est de faire le départ.
On interrogera tout à l'heure François Trarieux. Alors Hulst, contrairement à Dendermonde ou à Coxide, où c'est important de vraiment pas louper son départ. Bon, si tu loupes ton départ à Hulst, c'est tellement physique que tu peux rentrer. Mais s'il y en a bien une qui devra vraiment pas louper son départ, c'est clairement Lucinda Brandt. Donc voilà, elle, il faut qu'elle parte, il faut qu'elle aille devant. Limite, faut qu'elle soit pas accompagnée d'une néerlandaise, parce que sinon ce serait faut qu'elle parte dès le début. Et la seule qui pour l'instant montre sur ses premiers tours qu'elle est capable de partir vite, bah c'est notre Française. C'est Amandine Fouquenet. Quand on regarde tous les départs de Coupe du Monde, de X2O, de Super Prestige, celle qui est la meilleure starteuse et celle qui arrive sur un tour à jouer avec les meilleurs, c'est Amandine. Donc on va pas dévoiler la tactique tout de suite du clan français, ni de la stratégie d'Amandine. Mais avec tout ce qui s'est passé ces dernières 48 heures, je pense que tout le monde va tirer les mêmes enseignements. Lucinda Brandt va vouloir montrer que c'est elle la meilleure, ne pas se faire piéger par le jeu d'équipe, et ce sera à Amandine certainement de suivre le plus longtemps possible. Tu risques pas de dévoiler la stratégie, tu ne la connais pas, et de toute façon, Parce que tu la donneras Je pas. pensais Donc. qu'il l'a peut-être. Il l'a peut-être. Ouais, je l'ai. Non, mais Tu écoute, l'avais je suis là. Non, mais est-ce que tu l'avais ou pas? Il va sortir un vieux bout de papier. Il va envoyer, sur son bureau. il va pipoter un message. On le connaît comme si on l'avait fait, celui-là. D'accord, bon. Non, mais pas de problème. On demandera à François, parce que je rappelle que François m'avait envoyé la composition du relais en primeur, hein. Avant Anthony Nicolas, qu'il avait pourtant lourdement réclamé. J'ai même pas demandé, t'as vraiment mytho. Non. Moi, François, il est venu me voir. Alors, petite ellipse dans notre démonstration. Il est venu me voir à 3 en disant, on va faire une blague à Tonio, parce qu'il me harcèle pour avoir la composition du relais. Mais quel mytho! Fais-lui croire que je te la donne. Et il me l'a pas donné non plus, hein, mais je t'ai fait croire qu'il me l'avait donné. Bref. Vous la voulez? Non, mais est-ce que vous voulez la compo ou pas? Mais on l'a tous maintenant. Mais la compo, elle est sortie il y a un mois. Oh, voilà. Le live, il est calamiteux. Garde le micro, Steve. Après, on enverra Anthony, oui. Mais je me méfie parce que vu qu'il nous fait des monologues de 3 minutes, je préfère que ce soit toi qui lance les débats. Amandine Fouquenet, quand on fait le bilan de sa saison, en dehors de ses 2 victoires incroyables sur le Super Prestige, juste sur les Coupes du Monde, il y avait 12 manches. Elle fait 7 podiums. Donc c'est déjà énorme. Mais qu'est-ce qui lui a manqué d'après toi pour aller chercher une gagne? La technique. Très clairement la technique, mais je pense qu'elle en est consciente. Hein. D'ailleurs, j'ai vu une petite vidéo, une pastille qu'elle a tournée avec des confrères à toi journalistes, où elle expliquait que techniquement, effectivement, elle était un cran en dessous. Et tous les week-ends, c'est dommage parce que je pense que tiens, c'est qui c'est Jean-Claude, tiens, JCP qui nous fait cette remarque et il a complètement raison. Pardon. Physiquement, franchement, je pense qu'elle est aussi bonne, voire meilleure que ses adversaires. Pour moi, il n'y a pas photo, on la voit, elle est tout le temps danseuse, c'est elle qui relance le plus fort. Il y a pas vraiment d'erreur de braquet, mais on sent qu'elle a toujours une dent de plus, qu'elle arrive à l'emmener. Enfin, vraiment, elle bute pas. Par contre, techniquement, il y a toujours des petits problèmes. Et on le répète jamais assez. Et Tonio, tu le dis aussi. Mais il y a du mieux quand même. Il y a du mieux, mais Tonio, il y a bien mieux, mais à ce niveau-là. Ouais. Ne serait-ce que sur le virage là que t'as longuement remonté du côté d'Augeride où elle ouvrait pas à fond et elle prenait 3-4 mètres à tous les tours par Peg Peters. D'ailleurs Peg Peters l'a dit en interview. J'ai bien vu que j'étais plus rapide qu'Amandine sur certains virages. Je savais qu'il fallait les mettre en pression sur la fin parce que je voulais pas arriver avec elle au sprint. Donc ça veut bien dire une chose, c'est qu'elle se méfie quand même d'Amandine. Tout intérêt de toute façon à s'en méfier, mais non, je pense que oui, techniquement il y a du mieux. Elle nous l'avait dit en tout début de saison quand elle est venue, on l'a eu très tôt, hein, dans le podcast, on l'a eu je crois en 2e ou 3e semaine, mais elle nous a dit je vais bosser la technique. Moi j'ai trouvé quand même qu'il y avait du mieux au fur et à mesure de la saison, mais il y a encore ce petit gap, et je rejoins Steve sur le physique. Pour moi physiquement elle est prête, elle est là, elle a la jambe, mais il y a ce tout petit truc là qui manque un petit peu. Après vous avez des coureuses hein, comme Brandt qui sont un petit peu moins techniques qu'une Alvarado, mais Brandt marche tellement que voilà, elle compense un petit peu. C'est vrai qu'Amandine, elle a beau être forte à la jambe, elle a encore ce tout petit truc qui permet de venir monter, de venir en claquer une. Maintenant, on va pas se leurrer, hein, les gars. Si on avait dit en début de saison qu'Amandine monterait sur 6-7 podiums en Coupe du Monde, je pense qu'elle aurait signé et nous aussi. Non, elle est dans les sondages. Hein. Elle est dans les sondages qui sont relayés par les comptes spécialisés en cyclocross sur Twitter, sur les réseaux, comme étant une des 4 favorites. Hein. Maintenant, Amandine Fouquenet, faut composer avec. Et Steve, on en a parlé un petit peu à l'antenne, et moi je persiste et je signe. Samedi prochain, même si Hall c'est un tracé technique, il y a rien qui doit l'empêcher de rêver au titre. Hein.
Ah non, mais clairement, je pense qu'il y a, à mon sens, hein, allez, 4, 5 filles qui peuvent espérer le titre. Et Amandine fait partie vraiment voilà, de ce quintet de filles. C'est clair qu'elle a pas gagné en Coupe du Monde. Ce serait quand même une belle et grosse surprise qu'elle soit championne du monde, parce que c'est encore un gap. Hein. Gagner une Coupe du Monde, être championne du monde, c'est encore un petit cran au-dessus. Mais oui, je pense que dans un très grand jour, les étoiles alignées, avec avec je sais pas des traces qui seraient faciles à prendre. Alors que Hulst, c'est aussi très technique. Hein. D'ailleurs, François nous décrira le parcours, mais c'est un vrai beau circuit de championnat du monde. Voilà, il faut déjà aller chercher une médaille. Ce serait déjà exceptionnel et ce serait déjà énorme. Je crois que la dernière médaille, c'est Caroline Mani à Zolder en 2014 peut-être ou 2015. Faudra retrouver la stat, Jérém, mais Tu l'as pas, Jérém, ça? ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la dernière médaille en élite. C'est vous les C'est ça quand même, spécialistes. parce que Non, bon, mais c'est vous les spécialistes, les gars. Moi, j'ai encore C'est une Caro semaine pour Mani. préparer la course. Non, mais c'était Caroline Mani, ça c'est une certitude. Maintenant, on espère tous qu'elle aille chercher une médaille. Et voilà, je lui souhaite. Et Caroline Mani, je vais vous dire exactement c'était en quelle année, parce que je l'ai noté sur un petit papier. Ah Figurez-vous. ouais, parce que t'as pas Sur un d'ordinateur. post-it. Sur un C'était en post-it. 2016. En 2016. Ah ouais. Ouais, t'as la pancarte qui nous le dit. Et en 2016, t'avais toujours pas d'ordi. D'ailleurs, derrière Talita De Jong. Talita De Jong. Talita Ouais. De Jong qui avait été championne du monde. On s'en rappelait même pas. Si, on s'en rappelle tous. Ah bon? Bah oui, parce que maintenant elle a une carrière de fou sur la route. Mais comme tu regardes pas la route, c'est ça ce problème. Bref. Tonio, t'es d'accord avec ce qu'il a dit? T'as des trucs à rajouter ou pas? Non, je suis d'accord. T'es d'accord. Où est-ce que vous placez Casasola, Zemanova parmi les potentiels outsiders? Puis on parlera aussi juste après de Schladonova qui a réalisé un truc de fou aussi ce week-end et qui s'est placé Ouais, non, mais là, je suis pour le plus... titre espoir. Ouf, ouais, attends. Non? Pour moi, c'était un circuit qui était propice quand même à ses qualités. Je pense que Schladonova, techniquement, tu vas pas la comparer à une Célia Géré ou une Léonie Bedel. Non, Pour moi. mais Donc, ouais, peut-être pas pour venir jouer la boîte, mais de là à dire qu'elle va venir jouer le titre, franchement, ça serait une énorme surprise. Je pense pour tout le monde. genre de Moi, je pense championnat, que Tonio. Ouais, non, mais bon, oui. Enfin, et Augurait, Ce que j'aime bien avec genre de championnat, Non, c'est que tu ouais, peux c'est balancer dans un- n'importe quelle saucisse, ça passe. Ben, genre de Le jour de championnat. championnat. Non, mais Augurait, c'est pas Hulst. Non, clairement. Clairement. Voilà, donc on va pas comparer, faut pas non plus prendre ce qu'on a vu dimanche là et se dire ce sera la même chose la semaine prochaine. Non, je dis pas ça. La forme, je dis juste que la d'accord. forme est là. Ouais, la forme est là, Non, mais ça, la c'est forme est sûr. là. Mais après, techniquement, t'as beau être le plus fort du monde, si techniquement t'es à côté de tes pompes, ça marchera pas. Donc maintenant, par contre, Casasola, pour moi, le retour, il m'impressionne un petit peu parce que c'est vrai qu'elle avait un peu disparu des radars pendant tout un moment. Alors on sait qu'elle était malade, gênée pas mal au niveau des bronches, ça je crois qu'elle fait de l'asthme. Mais là elle revient, elle revient peut-être aussi avec de la fraîcheur. Zemanova pour moi, on la voit pas souvent, mais elle est tout le temps là finalement. Quand tu Ouais. regardes, j'ai regardé, elle a fait 23 crosses, elle est toujours dans le top 10. C'est vrai qu'on la voit pas souvent parce que ce qu'on fait souvent, c'est que même à ce qu'on voit à la télé, hein, de toute façon, on commente la boule de devant, et puis c'est vrai que si c'est pas groupé, on les voit pas spécialement. Mais Zemanova, c'est pas spécialement une surprise. Et attention, Zemanova, pour moi, techniquement, par contre, c'est pas mal du tout. Donc attention, peut-être du côté de Hulst, pourquoi pas venir s'immiscer un petit peu avec les Néerlandaises. Et Amandine. Ouais. Ouais, non, mais de toute façon, c'est un jour de championnat, tout est ouvert. Après, il y a une seule chose qui est sûre, par rapport à Schladonova, Jérém, je rebondis là-dessus, c'est que quand même, à J-7 d'un championnat du monde, normalement, hein, je dis bien normalement, les dés sont jetés. Hein. Ça passe pas du 6 au 1 ou ça passe pas du 1 au 6. Hein. Ceux qui ont fait 36e à Augeride à 3 minutes 28, qu'ils espèrent pas faire à moins d'1 minute 30 la semaine prochaine. Ça Tu parles de n'existe pas. Blancavas, là, non? Bah non mais par exemple une Marie Schreiber, des filles Marie qui pour Schreiber. moi honnêtement hein, je suis très très déçu de la saison de Marie parce que j'attendais beaucoup de sa part. C'est impossible. Il y en a qui vont dire non mais jour de championnat elle peut sublimer n'importe. Non. Quand une semaine avant un championnat du monde, vous prenez un tir. Il y en a qui vont vous dire ouais mais il y a eu une grosse charge de travail, il faut qu'il récupère. Non, pas en 7 jours. Ça c'était de l'ancien temps. Aujourd'hui tu vas chercher de la confiance, tu vas chercher des ajustements la dernière semaine, mais les dés sont jetés. Donc attention quand même à Schladonova. Et là où je te rejoins Tonio, c'est heureusement que Hulst est technique. Hein.
Heureusement que Hult est technique. parce qu'elle Parlez-nous a un petit très peu peu du couru. circuit. C'était réclamé dans les commentaires. Vous l'avez fait tous Mais les deux ou pas? Connais pas. Non, ça n'existait pas, la Fox. Ça existait Bon, pas. bah, allez-y, bluffez. Entraîne Non, 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 poker non, dans non, une heure. non, non, on va pas bluffer, on le connaît, on Bah l'a oui. commenté Enfin, tu déjà le connais. depuis Non, mais maintenant il y a 3-4 le ans. connaître. Il y a le Oui, connaître en tant que commentateur, exactement. comme ce que Exact. tout le monde a vu et le ressenti Non, alors course. après, quand tu vois certains passages avec des plans caméra quand même, où on se rend compte de la pente avec le plan caméra, ça veut dire que en vrai, c'est le double. Clairement, faut se le dire. Il y a eu des changements de pente, visiblement. On descendrait d'un côté, on remonterait de l'autre. C'était un peu à l'envers, visiblement. Mais j'ai vu d'autres vidéos aujourd'hui. Je comprends pas parce que l'histoire du moulin. J'ai quand même vu une Oui. vidéo où ils descendent avec le moulin derrière, donc je comprends pas trop. D'ailleurs, on va en parler avec François. C'est lui qui m'en avait parlé quand je l'ai croisé à l'Oenout. Quand tu Mais lui avais c'est- réclamé la compo du relais. Non, mais je vais pas réclamer. Mais arrête avec ça. Je vais pas demander. On peut prendre les messages que je lui envoie. Je vais jamais demander la compo du relais. Mais c'est un circuit qui est quand même très engagé. Il y a des pentes qui sont assez raides. Après, au niveau de la météo, pour l'instant, il fait pas mauvais du côté de Hulse. J'ai regardé un Ouais. petit peu. Mais par contre, ils annoncent du mauvais temps la semaine prochaine. Enfin, du mauvais temps. Pas chaud et humide. Au moins sur le week-end. Donc, est-ce que ça changera énormément la donne? Je sais pas. On sait que la portion basse, le long du plan d'eau, souvent, c'est pas Elle est mal lourde. défoncée. Elle est très lourde, pas mal défoncée. Donc voilà. Pour l'instant, en tout cas, c'est sec. Pardon, On a hein, vu des petites mais vidéos. si jamais il pleut la semaine prochaine, ça nous intéresse pas. Hein. S'il pleut après les championnats, Non, mais c'est ça pas peut grave. venir avant. Non, mais Ah, mais quand je te dis la semaine prochaine, c'est là. Je te parle de là, là, dans la semaine. Oui. Ah, mais sois précis, sois précis. Sinon, on comprend pas. C'est comme ton jeu tout à l'heure, on n'a pas compris. Le jeu de. Bah, ton jeu de pronostic, là, il y a Prono. personne qui a compris. Si, c'était simple. Il fallait juste Oui, reprendre c'était ce ça, que mais j'avais personne n'a écrit. compris. Donc, pose-toi les Bon, bonnes bah, c'est pas questions. Hein. grave. Je vais gagner mon chrono de toute façon, donc c'est assez Non, mais simple. ce qui est sûr par rapport à Hulst, c'est que c'est un circuit qui est donc déjà très physique parce qu'il y a beaucoup de dénivelé et aussi très technique. On peut partir très très vite à la faute. Rappelez-vous, c'est là ce plan avec ce grand virage gauche où on plonge et on va chercher des escaliers, etc. Moi, j'ai vu une vidéo où ils sont en train d'installer un max de passerelles pour que ce soit hyper facile aussi pour les spectateurs. Je pense, Tonio, tu vas passer un super week-end. Mais c'est un Sûr. vrai circuit. C'est un vrai circuit technique franchement, sur des sections où, si tu fais une faute, tu perds 4, 5, 6 secondes et derrière la relance. Et très physique, notamment le long de l'eau où ça risque d'être très lourd. Donc, non, un beau circuit de championnat. Bah, moi, je te souhaite de passer un très beau week-end en taux, juste pour que tu puisses retourner faire du vélo, parce qu'on rappelle pourquoi t'es pas allé t'entraîner aujourd'hui, t'avais peur de tomber pour, pour manquer ton week-end. Alors, c'est- Et bah, moi, ça me fait de la peine, tu vois, quand les gens se T'es un privent de bâtard, choses Jérémy. qu'ils aiment. Non, non, bah, ça s'appelle faire du jus. Voilà, moi aussi, je fais du jus. Je suis là, tranquille, calme. Un dernier mot pour les femmes sur Vas, Steve. Moi, je te le dis, j'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé son comportement. Venir houspiller tout le monde, là, je sais pas trop pour qui elle s'est prise. Si encore elle était tendue parce qu'elle se sentait forte et qu'à l'arrivée, elle était première ou deuxième, à la limite, j'aurais pu le comprendre. Mais là, en plus, elle a complètement explosé en vol. Incompréhensible. Après, quand vous vous cherchez physiquement, quand vous vous cherchez dans le classement, quand vous n'êtes pas bien et que vous vous demandez ce que vous foutez là, vous êtes quand même assez rapidement à fleur de peau. Et c'est vrai que je suis pas plus que ça le cyclisme féminin, mais honnêtement, Jérém, c'est digne d'une fille qui est tout simplement voilà, qui se demande ce qu'elle fout là, quoi. Honnêtement. Elle est agacée, il y a tout qui l'agace, parce qu'elle a pas envie d'être là. Sur la route, elle est comme ça. Est-ce qu'elle a ce caractère bien trempé? Pas du tout. Donc, vous savez, c'est comme quand vous êtes fatigué, vous rentrez du travail, machin, ça va pas. On vous fait la moindre petite réflexion, vous partez très vite dans vos, voilà, dans l'énervement, vous haussez le ton, vous êtes pas bien. Je crois que c'est un petit peu pareil du côté de Blancavas. Donc, ouais, je suis assez d'accord avec toi. J'ai pas trop apprécié ce comportement, mais encore une fois, ce sont des athlètes qui, quand ils sont bien, tu peux mettre un petit coup de coude, tu t'énerves pas. Regardez la différence entre un Thibaut Nice quand il fait une erreur, qui s'énerve et qui est pas content et machin. Et alors la comparaison est évidemment difficile, mais Van Der Poel, il fait une erreur, il crève. Personne Il ne met le reste coup de concentré. coude, ils ont pas le temps. Il reste focus. Non mais Non, mais c'est vrai. il reste Non, mais je te focus. comprends, moi, Tim. T'inquiète pas. Et moi, mon Euh, Tonio, je me rappelle très bien t'avoir mis un petit coup de coude à Sedan. Bon, c'était Bon, pas un petit coup de coude, hein, si on retrouvait les images, mais Dari pourrait expliquer ce qui s'était passé ce jour-là. Et t'es resté concentré. Bah ouais, je suis resté par terre surtout, oui. Surtout. Tout ça
Tout ça pour battre un petit espoir première année. Mais bon, on va pas revenir là-dessus. Non, moi, je suis complètement d'accord avec Steve. Hein. Moi, Blancabas, elle m'agace un petit peu ces derniers temps. Elle est tout le temps là à venir faire les intérieurs. Ça, c'est horrible, ça. Steve, par contre, on peut en parler. Hein. Les mecs qui te font Ah, les c'est intérieurs dingue. comme ça, que ce soit sur les critos, sur les crosses, et qu'après, à la relance, ils avancent pas. Et t'as qu'une envie, c'est de les balancer dans la barrière dès que tu peux. Mais moi, je l'ai vu. Et c'est pas la première fois. Alors, je l'ai pas retrouvé là. Je regardais un résultat. À Zolder, avec Ah Van Alphen. ouais, exactement. En plus, c'est moi qui commentais. Et effectivement, du côté de Zolder, elle a fait la même chose, à la limite de se foutre en l'air à l'entrée du portique là, pour finalement après débrancher et voilà. Donc non, honnêtement, ouais, je sais pas ce qu'elle a, mais putain, je l'aimais bien avant, mais là du coup, elle m'agace un petit peu. Je le Au moins, dis, c'est clair. Il nous reste 5 minutes avant d'accueillir François, 5 minutes pour parler des garçons, pour parler de Van Der Poel, de Thibaut Nys. Alors je vais faire un petit package de questions et vous allez vous débrouiller avec ça. Est-ce que Van Der Poel peut vraiment perdre ce mondial? Steve, tu as commencé à y répondre sur Eurosport, donc on va laisser Anthony Nicolas s'y coller. Et puis Thibaut Nys, d'après vous, dans quel état d'esprit est-ce qu'il ressort de ce week-end? Est-ce qu'il ressort avec l'envie d'en découdre avec les Néerlandais, ou est-ce qu'il ressort avec un petit coup sur la caboche quand même, parce qu'il fait 2 fois 4, 2 fois triplé Alpecin. Et alors à Haugeride, pour ceux qui ont vu le sprint, il avait le podium, hein. Il avait le podium à portée de main, il s'est relevé et il s'est fait sauter. Vas-y Tonio. non, franchement, Van Der Poel peut passer à côté. Franchement, qui peut te dire ça aujourd'hui? Je veux dire, faut que le mec, Van Der Poel, il peut partir avec 1 minute de retard, les 2 roues crevées, avec des roues de 24 pouces sur son vélo s'il veut, il va gagner. Je vois pas honnêtement comment ça peut lui échapper. Van Der Poel, moi j'en ai discuté ce week-end à un cyclocross. Samedi, on m'a dit ouais, pourquoi il pouvait pas partir avec Del Grosso pour laisser gagner. Non, Van Der Poel, il voulait battre le record de Ouais. Sven Nys. Sven Nys, hein, ouais, pas Et non Thibaut. pas Thibaut. Je sais Voilà. pas, il y a un mec, Non, qui a dit bah, Thibaut quand il a c'était regardé une contre parenthèse. Il voulait simplement battre le record de Sven. Comme ça, il est égalé à 50, il a mis 51, donc il a mis un petit cran. Le week-end prochain, enfin ce week-end, il va nous mettre un petit cran au 8e. Et puis après, pour moi, il va pas mettre le cyclocross entre parenthèses, mais peut-être relever un petit peu. Et puis on en discutera si les JO viennent en cyclocross. Mais je pense qu'en tout cas, c'est l'objectif. On le sait, il veut faire des résultats en VTT. Il n'y arrive pas vraiment parce qu'il n'en fait pas assez pour moi. Je pense très honnêtement que Van Der Poel pourrait faire un peu moins de cyclocross et peut-être un peu plus de VTT dans les années à venir. Pour ce qui est de Thibaut Nys, il nous a fait du Thibaut Nys. Maintenant, pour moi, il a plus pris un coup sur la caboche que de la confiance. C'est sûr que là, la confiance, c'est dans le clan Alpecin. D'ailleurs, si vous avez, quand on écoutait l'interview de Van de Puteux, il me semble, avant Haugeride, il a dit hier c'était marrant et tout, et pourquoi pas refaire aujourd'hui. Moi, dans ma fantaisie, j'avais mis les 3 Alpecin 1, 2, 3, je me suis pas loupé parce que je me suis dit ils sont capables de le refaire. Et franchement, non, Nys, j'ai pas vraiment compris, mais en tout cas. Pour moi, il a pas fait le plan. En tout cas, de son côté, il a pas fait le plan de confiance. Hein. C'est vrai qu'un triplé, c'est sympa. Nous, on est passé à ça à Remiremont, de faire un 2-3. Hein. Ouais, c'est vrai. Pas grand chose. Ouais. Après, moi, par rapport à Thibaut Nys, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, et surtout toi, Tonio, finalement, j'ai quand même le sentiment que c'est le seul coureur qui court au départ avec dans sa tête l'option de se dire je peux battre Van Der Poel. Et vu que les autres, eux, ils se disent moi, je peux pas battre Van Der Poel. Ils sont tellement contents d'être deuxième. Le seul qui est déçu, c'est Nys. Parce que Nys, c'est peut-être le seul sur la ligne de départ qui se dit, moi, je vais tenter. Alors, il s'y prend pas de la bonne manière parce qu'on le voit souvent. Pas d'accord. Hein. Des cassures. Le seul qui tente pour moi, c'est Del Grosso. Hein. Mais Del Grosso, c'est son équipier, Jérém. Bah oui, mais c'est le seul qui essaye de partir avec lui, qui essaye de le suivre. Non, pas possible. Impossible. Il y en a pas. Il peut pas. Il peut pas, mais c'est le. Non, mais pour moi, il Nys, essaye plus que Nys. Nys, à part Agavere où il a joué avec lui et il n'y a pas eu d'autres matchs. Namur. Oui, mais depuis les gars. Namur, excusez-moi. Vous trouvez pas que depuis les gars, justement, il essaye, il est là, il tâte, il regarde, il essaye même de laisser des petites cassures pour pas se faire monter la toxine dans des relances. Et quand on voit la déception, quand on voit la tête qui tirait à l'arrivée, c'est parce qu'il est deg d'avoir pris une volée par Van Der Poel. Il est pas dégoûté, il est dégoûté de s'être fait trèfler aussi par Van de Puteux, tu vas me dire. Mais on sent que c'est le seul mec qui est là, qui se dit non mais les gars, il faut quand même qu'on court parce qu'on peut peut-être le niquer. Alors que les autres, ils savent qu'ils peuvent pas le niquer. Là, donc qu'est-ce qu'ils font? 29 ils minutes. jouent la deuxième place. Ils jouent la deuxième place. Arrêtez-le. Juste, vous me répondez oui ou non, et on va accueillir François Trarieux dans 1 minute. Si Van Der Poel, là, il est champion du monde une 8e fois, et qu'il dit, la saison prochaine, je fais relâche et tout. Est-ce que Van Der Poel, sans entraînement, elle a peut-être un cross la semaine d'avant, est-ce qu'il peut arriver au stand et claquer le titre quand même? Oui, dans le sable, oui. Ça dépend s'il y a août.
T'as Bravo. raison, Tonio, excuse-moi. Bravo. Et surtout, Tonio. Wout. Surtout. Mais j'y crois pas une seconde. Est-ce que François Trario est là ou pas? À Sinon, j'ai l'instant, oh là, Ah, le c'est timing. incroyable. C'est Enfin, incroyable. 20h30, Ponctuel, bam. ce sélectionneur, quand même. Ça, c'est les professionnels, tu vois. C'est pas les mecs comme nous qui, à Non. 20h, on est en train de discuter sur Non. un autre truc. Ça, c'est sûr. Alors, maintenant, est-ce que je vais réussir à l'ajouter? Avec une Ça, c'est- salade Et en d'écouteurs plus, qui était vraiment très difficile à c'est quoi remettre tous ces d'aplomb. gens là? Mais qu'est-ce que c'est que tous ces gens qui sont mis dans le truc de la file d'attente là? Eh, arrêtez, hein! Dany, ça suffit, Dany, tu arrêtes. François, il est en premier. Et il y a une file long comme ça d'attente de trucs, de gens qui veulent rentrer. Attendez. Ça me rassure pas, hein. Parce que Le de voilà. là que tu fasses rentrer. Oh là 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 Oh là, là regarde. là! C'est quoi tout ce monde? T'as fait rentrer les bons? Ouais? Et ils parlent pas, ils sont bloqués. Qu'est-ce que c'est que ça? Il Bon, on piège, aura là. tout vu, hein. Et Vraiment, Steve ouais, est ouais. où là? Je sais pas, Steve est parti. Où Qu'est-ce est que parti c'est que cette Steve? histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils nous ont fait une dinguerie, non? Ouais, là, ça sent le traquenard. Mais ils bougent pas les joueurs là. C'est très Si. très bizarre. Non, ils font une vanne. Si, il y en a un qui a bougé. Celui de gauche, il a bougé. Ah, Regarde. Par contre, on a perdu Steve. Ouais, mais comment il est parti? Ah, Comment ça très va? bon. Ouais, excellent. Et il est parti où? Steve, je sais pas, Steve a loupé la vanne. Il C'est a- terrible je pense. parce qu'en plus, il voulait poser la première question à François. Ouais. Et là, il pourra pas, du coup. Ah, le Vla, attendez. Ah non, il repart. Qu'est-ce qu'il... Bon, pardon, qu'est-ce qu'il Eh, fait? François, est-ce que t'as kiffé notre visuel de vendredi? Ah bah exceptionnel, c'était vraiment la... On a choisi une autre photo où là, t'étais bord de circuit, un peu comme ce que tu vas connaître cette semaine à Hulst. C'est vrai. C'est quoi le programme là pour toi et pour tout l'encadrement de l'équipe de France avant les mondes? Bah là on a mangé une petite pièce de bœuf avec des frites. Et puis, Ouais. Quelle sauce? Qu'est-ce que tu dis Amandine? Voilà. Attends, je vais bouger un peu parce que ça sera plus simple. On a perdu Steve Chenel, hein. Steve, il croit que ça a coupé. Non, il y a que toi qui a Ouais, coupé, Steve. ouais. Il faut revenir. Oh, putain, oui. Mais Allez, ils sont dans un château. Où il part? Non, Tu non. pars dans l'aile est? c'était pour la petite blague. Ça vous a plu? Ouais, mais c'était très bon. Bravo. Ouais, c'était très très bon. On nous l'avait jamais fait celle-là. Le Non, coup non, du non. truc. Steve nous fait le coup du micro qui marche Mais tu pas. sais que Mais moi le j'ai coup douté, hein. Comme Tonio nous a dit, il y a beaucoup de monde dans la liste d'attente. J'ai cru qu'il avait fait rentrer les mauvaises personnes. J'aurais Je été suis- capable. Par contre, il y a marqué Steve Chenel ne peut pas participer. Ah. Et le truc ne veut plus de lui. Ça, c'est Bah, les tant gros pis, mots qu'il a dit tant avant. Ouais, c'est ça. j'ai fait Il s'est bugger le bac à sable. Exactement. Il avait Juste qu'à avant pas qu'on dire des pose gros les mots. premières questions, tu confirmes que Tonio voulait à tout prix avoir en premier la compo du relais. Hein. C'est ce que tu m'as dit à 3. Oui, non, mais de toute façon, c'est voilà, de toute façon, c'est les journaleux comme lui qui sont toujours là. Je suis pas journaliste, moi. Attention. Hop, 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 Non, hop, non, là. attention. pas journaliste. Pas de mélange. Non, non. Pas de mélange. Je Si suis on lui donne la consultant, carte de presse, c'est la fin de la profession. Non, plus sérieusement, ben, là, on est au Burride là, toute la semaine. On a une maison dans 1 km du championnat du monde. Donc, on est resté avec quelques coureurs, notamment ceux qui vont faire le relais. Et ceux pour qui c'était trop compliqué d'entrer chez eux en termes de fatigue. Donc, voilà, l'avantage qu'il y a, c'est que la maison est louée toute la semaine. Donc, pour nous, c'était bien. Comme ça, on est resté à Burride hier soir avec certains coureurs. Et puis, on a fait la route ce matin. Voilà. Alors, je sais que tu n'aimes pas parler des objectifs parce que c'est pas la première fois qu'on te reçoit. Je pense que tu es l'invité qu'on a le plus reçu sur les lives cyclocross depuis qu'on en fait depuis 2-3 ans. Néanmoins, là, on a le sentiment qu'il y a du potentiel dans quasiment toutes les catégories. Est-ce que l'équipe de France ressent plus de pression que d'habitude? Et si c'est le cas, quel est ton rôle justement pour entourer les plus jeunes qui n'ont pas l'habitude de vivre ça? Ouais, après, de toute façon, tous les ans, le championnat du monde, on a eu à Liévin quand même, on avait une certaine forme de pression à domicile. Donc les coureurs commencent un petit peu à s'habituer, notamment les plus jeunes, hein, qui étaient déjà attendus l'an dernier, que ce soit Soren et Elise qui faisaient déjà le titre mondial. Après, chez les espoirs, bon, ben, Léo, il a connu ça notamment il y a 3 ans maintenant, quand il avait tout gagné en junior. Donc la plupart des coureurs sont amenés à apprendre à gérer ce type d'enjeu. Et puis en particulier cette année, l'avantage qu'il y a, c'est que on a dans toutes les catégories quasiment des coureurs capables de pourquoi pas rivaliser avec les meilleurs mondiaux. Donc c'est quand même mieux de se pointer sur un championnat du monde dans ces conditions-là que d'y aller en attendant une bonne surprise. Donc en tout cas, les coureurs sont préparés pour ça tout l'hiver et on espère que ça va. Ce week-end, on sera présent au rendez-vous.
Je vais laisser Tonio se battre avec la régie pour faire revenir Steve. J'ai une autre question pour toi, François, puis on te posera aussi les questions qui nous ont été posées en story. Il y en a quelques-unes sympas. Le rôle de sélectionneur national, concrètement, c'est quoi? Comment tu organises ton planning tout au fil de l'année? Alors j'imagine qu'évidemment de septembre à février, t'as pas du tout le même programme qu'entre février et septembre, mais ton rôle auprès des coureurs, auprès des équipes, comment est-ce que tu t'organises? Comment est-ce que tu prépares tous ces coureurs pour les échéances nationales? De toute façon, moi, donc j'ai une lettre de mission, hein, je suis rattaché à la direction technique nationale de la fédération. Et une partie de l'année, je suis CTR Nouvelle-Aquitaine, donc jusqu'à présent, donc ça m'occupe aussi un petit peu à côté. Et en ce qui concerne la partie cyclocross, donc toute l'année, il y a des différentes parties, donc notamment après la saison, finalement, si on reprend un an en avant, je fais le bilan avec tous les entraîneurs des coureurs, les équipes. Ça m'arrive de me déplacer au siège de certaines équipes, que ce soit Decathlon, parfois Asbike, pour pouvoir vraiment faire un point global sur toute la partie entraînement, la partie logistique, la partie mécanique, avec tout l'aspect finalement bilan qui va nous permettre de nous projeter. Et puis après, de construire aussi le calendrier des coureurs d'une année sur l'autre. La FDJ Suez, c'est pareil, hein, avec Célia, où on essaie de construire une planification avec tous les éléments qu'il peut y avoir sur le calendrier route, cyclocross, et faire en sorte que les coureurs puissent avoir des plages de récupération, des plages de préparation, et puis surtout qu'ils arrivent en forme au niveau de leur objectif, et qu'ils soient ceux de l'équipe dans laquelle ils sont ou ceux de l'équipe de France, qui sont souvent les deux mêmes. Donc il y a une grosse partie finalement non visible qui se fait tout l'été, où je suis souvent au téléphone avec les managers d'équipe, les entraîneurs, les directeurs sportifs, et tout l'hiver. De toute façon, il y a toute la partie logistique, où il faut faut toujours essayer de réfléchir sur les déplacements, ainsi de suite. Et finalement, l'aspect sélection, c'est, je dirais, une toute petite partie de ma mission qui finalement est sur les courses. Sur les courses, on a des critères de sélection, et puis après, on part sur les compétitions. Moi, sur le programme hivernal, j'ai quasiment le même programme qu'un coureur élite, où je suis quasiment parti tous les week-ends de chez moi, on va dire de mi-octobre jusqu'à début février. Tonio, tes questions? Ah, les questions, il y en avait pas mal, hein. D'ailleurs, t'avais quasiment le plus de questions depuis le début de saison. Non, mais j'en ai sélectionné quelques-unes. Toi aussi, t'es un sélectionneur, en fait. Ouais, exactement. Un sélectionneur de questions, moi. Non, il y avait Louis H9, c'est son pseudo, qui nous avait posé la question suivante. Qu'est-ce que tu faisais avant d'être sélectionneur? Alors, tu nous as répondu en partie lorsque tu as dit que tu n'étais pas que sélectionneur, mais qu'est-ce que tu faisais avant ça? Moi, j'ai commencé à être CTR dans le Conseil technique régional en 2009. Donc j'étais je suis encore CTR à côté, donc CTR du Limousin. Donc j'étais entraîneur aussi. La plus belle région de France, hein, faut le dire. Tout à fait. Et donc j'ai fait, donc ça fait 16 ans que je suis CTR au niveau du comité. Maintenant, Limousin est devenu Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai commencé à travailler avec Pierre Châtelain à l'époque quand il était en section en équipe de France de cyclocross en 2012. Il m'a délégué les premières missions de France. Donc je me rappelle notamment de Julien Lafilippe, je le raconte souvent, c'est là où je le récupère à Bruxelles à la gare et qui me dit que sur le trajet pour l'amener à l'hôtel de Zolder, que Patrick Lefebvre lui a demandé d'arrêter le cyclocross l'année d'après pour pouvoir spécialiser sur la route. Donc c'était ma première mission en équipe de France et depuis j'ai pris de plus en plus de missions, que ce soit après avec Julien Tollet, et ça fait depuis maintenant 2017 que je suis sectionnaire principal sur l'activité cyclocross. Donc et avant d'être CTR, de toute façon, j'étais étudiant, donc j'ai qu'un seul métier dans la vie, c'est d'avoir été entraîneur à la fédération. Je rebondis sur ta réponse, le temps que Tony en choisisse une autre. Ce que tu dis sur Julien Lafilippe, c'est arrivé à d'autres reprises. Est-ce que c'est aussi ton rôle d'être en contact avec les équipes, notamment les équipes des coureurs qui sont sur la route, pour les convaincre de continuer le cross, pour leur bienfait, pour le bienfait de l'équipe de France aussi? Et comment est-ce que tu composes ta liste finalement? Comment tu as réussi cette année à faire ta sélection? Tu as été en contact, j'imagine, avec Joris Delbov pour essayer de savoir, de prendre la température. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe quand tu es sélectionneur de cyclocross. De toute façon, sur le fait de pouvoir permettre aux coureurs de continuer, c'est un travail de longue haleine, hein. Je veux dire, c'est sûrement pas moi qui ai les clés, c'est souvent les managers d'équipe et puis la conjoncture du vélo. Là, actuellement, on a en particulier des équipes comme Decathlon, comme FDJ Suez, même Groupama qui revient par biais des juniors dans le cyclocross, et c'est souvent cyclique. Et après, l'objectif, c'est de pouvoir construire des programmes pour leurs coureurs et faire en sorte qu'ils performent, parce que plus les coureurs vont performer en cyclocross, plus ça va inciter au niveau international les équipes à continuer à s'investir. Donc finalement, c'est un travail en commun qu'on essaye de mettre en place. Et puis après, pour ce qui concerne Joris, effectivement, on a eu une discussion sur du championnat de France, mais directement, il m'avait dit qu'il était déjà engagé sur le AIE La Tour et que pour lui, ce serait trop compliqué de pouvoir
sortir de ce projet-là, et puis qu'après il avait beaucoup d'enjeux sur la route cette année, mais que par contre il réfléchit à faire un peu plus de cyclocross dans son programme. Donc voilà, c'est une partie de toute façon le retour de On sait pas où il était passé, mais le Mec, revoilà. tu sais ce qui s'est passé? T'as dit trop de gros mots, mon gars. Eh ouais, et t'ont censuré. Mais c'est pas possible. François, Si, si. là, je dis pas de gros mots. Non, non, je pense pas. François, tu leur as quand même dit que j'avais refusé ma sélection. Ouais, en Master 4. Non, mais on nous a beaucoup demandé comment Alors, t'avais fait la compo du il y avait relais. aussi une question, non, oui, bon, on va y venir après, il y avait comme une question. Pourquoi Steam n'est pas sélectionné au mondial? C'est une véritable question. Non mais François, tu peux juste revenir aussi sur l'histoire bon, la sélection, on va pas revenir sur toutes les sélections. Voilà, il y a un sélectionneur, c'est toi et c'est toi qui décides. Mais est-ce que tu peux Exactement. revenir aussi? Il y a des critères. On le sait, il y a des critères d'ailleurs qui sont à dispo de tout le monde. Je les ai un peu étudiés tout à l'heure. Il y a des critères, voilà, sur lesquels tu te bases aussi. Dans certaines catégories, il faut faire voilà telle place en Coupe du Monde, telle place en truc, voilà. Et après, si les coureurs sont rentrés là-dedans et que la Formule 1, on est d'accord que ces coureurs-là sont pris. Ouais, donc déjà, il y a une règle aussi sur la Coupe du Monde. Ça commence par là. C'est que sur la Coupe du Monde, tous les coureurs qui sont dans le top 50 du ranking UCI sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Ce qui fait que j'engage souvent les mêmes coureurs sur les Coupes du Monde parce qu'ils sont d'ores et déjà qualifiés. Et à partir d'un certain nombre de quotas dans le top 50, j'ai plus qu'un seul, voire deux quotas. C'est ce qui fait que j'ai très peu de marge de manœuvre, parfois sur les élites, en particulier sur les Coupes du Monde. Et même si Clément, par exemple, en Turini ou Joshua Dubois cet hiver était dans le top 50, je pouvais pas les remplacer par quelqu'un d'autre. Donc, ils bloquent des places. Même Caroline Mani, par exemple, chez les élites femmes, c'était pareil. Et du coup, c'est un point de règlement de l'UCI qui fait que je suis aussi bloqué pour engager les coureurs qui sont hors du top 50 et qu'après, d'ailleurs, c'est des choix que je peux faire, notamment ce que j'ai pu faire avec Rémi le Landais cet hiver, qui était sorti du top 50 l'an dernier du fait qu'il avait fait une saison quasiment blanche avec ses blessures. Et que tout l'hiver, finalement, c'était souvent lui qui prenait le quota, un ou deux des deux quotas qui restaient. Donc ça, c'est la première chose. Après, pour les critères de sélection, il faut savoir que moi, je propose des critères de sélection au DTN. Donc avant, c'était Christophe Manin. Aujourd'hui, c'est Florian Rousseau qui les valide. Et après, quand je propose une sélection, il y a une commission de sélection. Donc je suis pas tout seul à prendre des décisions. C'est-à-dire, je peux très bien proposer une liste de coureurs sélectionnables. Et après, une fois que je présente ma liste et que je présente mes arguments pour tel et tel coureur, c'est le DTN avec la commission de sélection qui valide ou qui invalide certains choix que je peux faire par rapport à leur vision à eux. Donc après, ça, c'est une vision qui est pareil pour toutes les autres disciplines du cyclisme à la Fédé et qui fait que c'est pour ça que Steve, aujourd'hui, a la sélection. Parce que... C'était quoi justement les critères? Parce qu'il devait être à ça, non? Alors, pour les élites, ça c'est top 16 en Coupe du Monde sur l'hiver ou top 10 à championnat international sur l'hiver d'avant. Donc c'est... Voilà. Ça, c'est pour être sélectionnable. Et Il avait fait 11. Et quand on en discute avec mes blogs, mais quand on fait les comparaisons avec mes collègues, mes homologues, on va dire hollandais ou belges, ils ont exactement quasiment les mêmes critères de résultats avec leurs coureurs. Donc même là, par exemple, je crois que ce week-end aux Pays-Bas, qui est frontalier avec la Belgique, il déplace que 4 juniors chez les garçons et je crois que chez les Hollandais, ça doit être pareil, il me semble. Donc c'est Et pas même en Italie, je crois, François, non? Même l'Italie, je crois qu'ils sont dans le même cas que la France. Les critères pour être pris en élite, ils sont hyper stricts. les Italiens dépassent qu'un seul coureur cette année, je crois que c'est Fontana. Ouais. Oui. Un seul est dit, vu qu'Agostinaccio est malade. Donc ouais, c'est vrai que ça, selon les fédérations et la politique que chacun peut avoir, on a des logiques de sélection qui sont plus ou moins entre guillemets strictes et qui sont aussi le passage obligé si on veut intégrer l'équipe de France pour un mondial, quoi. Voilà. Tonio, la suite des questions sur la story. J'avais une question d'un certain Antoine Benoît. Je vois pas trop qui c'est, qui demande combien. Alors, il a dû se tromper. Il a mis objectif quand même au tricolore, mais je pense qu'il a voulu dire irisé. Alors, tu nous as dit tout à l'heure, t'aimes pas trop nous donner mais bon, est-ce que tu peux nous donner une petite piste quand même? Et nous, on en a compté 6. Non, si on a 6 de dispo, oui, bon. Il y a 7 épreuves, on rappelle. Hein. Oui, 7. Pardon. Les gars, excusez-moi, mais. Non, mais je rentrerai pas là-dedans. Je n'ai pas envie de répondre à cette question. C'est bon, je t'ai assez supporté comme ça pendant des années, donc tu vas pas continuer à... Je sais pas s'il nous regarde, peut-être qu'il va nous répondre. Il est dans l'organisation de Tonton de Bretagne, là. Je ne répondrai pas, voilà. Allez, hop. T'as raison. Non, il y avait une autre question.
Romain, alors c'est toujours un pseudo, hein, HMN. Pourquoi Célia Géry est aligné en U23? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est son choix ou celui de l'équipe de France? Nous, on l'a, mais est-ce que tu peux répondre à la question? Bah, parce qu'elle a eu 23. Je sais pas, mais c'est tellement logique. Mais Non, mais enfin, parce que Mickaël, vu qu'elle a fait oui, quelques coupes du monde avec enfin, Mais il n'y a elle pas de fait les Coupe coupes du du monde Monde. dans la même course, oui, et non, mais qu'une certaine Backstead, elle fait, est dans les espoirs, mais il a pas courir avec les élites. Ouais, mais surtout, elle est ouais, championne du monde en titre. ouais, Backstead, elle a quand même été 2 fois championne du monde chez les 23, donc ça paraissait logique pour elle, dans la dernière année d'espoir, de basculer chez les élites, un peu comme l'avait fait Pitcock déjà auparavant chez les Britanniques ou d'autres. Hein. Mais, même Thibaut Nice, je crois qu'il a dû faire la dernière année d'espoir en élite. Mais Thibaut Del Grosso, il a bien été au bout de ses 4 ans d'espoir sur le titre mondial. Alors certains vont dire ouais, mais bon, la catégorie espoir. En fait, compte, souvent la catégorie espoir, elle est remise en question par des gens qui ont du mal à savoir ce que ça peut être la carrière d'un cycliste de haut niveau et la longévité qu'il faut avoir. Et le fait de ne pas devoir brûler les étapes et toujours à vouloir aller trop vite, à être en élite alors qu'on a 20 ans. Enfin, les catégories espoirs, si elles existent, c'est pour une bonne raison. Certains la remettent en question. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est que les 4 années que les coureurs peuvent avoir, on le voit Romain Debord cette année qui est Sport 4 chez les garçons. Romain, il arrive à maturité. Les coureurs ont besoin d'avoir ce temps-là. Alors, certainement je dirais que certains coureurs comme Mathieu Van Der Poel, lui, pour le coup, en Espoir 2, il était directement basculé chez les élites. Mais ça reste des exceptions. Et puis, moi, je pars du principe qu'il faut se servir de ces années-là. Elle est déjà alignée toute la saison, comme toutes les filles qui sortent des juniors sur la catégorie élite, sur les Coupes du Monde. Mais je pars du principe qu'il faut apprendre aussi à gagner un championnat et qu'il faut se servir de sa catégorie d'âge pour aller chercher des titres. Et c'est comme ça que ça se passe. Célia a été chercher le titre chez les Espoirs filles sur la route. Elle avait été chercher le titre européen l'an dernier à Pontevedra. Et j'espère que, en tout cas, moi, l'objectif que j'ai fixé à Célia, comme à d'autres, comme Aubin par exemple chez les garçons, tu sors des juniors, tu es champion d'Europe ou champion du monde peut-être, mais connaissant un peu le niveau qu'il peut y avoir, c'est top 5 à l'Espoir 1, podium 2, et après on se sert des dernières années pour aller chercher le titre vraiment quoi. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il y a des coureurs qui sont très forts ou très fortes autour de nous, et déjà d'aller chercher un titre espoir, c'est extraordinaire. Regardez le nombre de Français qui ont été capables d'être champions du monde chez les espoirs en cyclocross. Le dernier c'est Arnaud, en 2010 à Tabor. Et depuis, il n'y en a plus un seul. Donc ça vous prouve déjà la difficulté qu'il peut y avoir à aller chercher un titre espoir. Et puis après, c'est une logique pour moi de progression et de longévité. L'objectif, c'est que Célia ne soit pas uniquement championne du monde un jour chez les espoirs filles, c'est qu'elle prenne le temps, comme Amandine l'a fait Fouquenet, pour arriver à maturité et qu'à 24-25 ans, ça soit parti, qu'après d'ailleurs, voilà, elle soit à son cap, je dirais, pour la suite de sa carrière. Mais ça ne sert à rien de brûler les étapes, en tout cas en ce qui me concerne. Et est partagé aussi bien par son team que par l'équipe FDJ Suède. Steve, vas-y. T'as pas posé de questions encore. Non, mais T'étais pas là. déjà, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire François, et c'est vrai, et tant mieux parce que on pourrait penser que bah voilà, il est dans l'instant T à dire non mais Célia, tu marches là, on va te foutre en élite, alors que le coureur n'est pas un numéro, c'est un athlète qui a, comme tu l'as dit François, et pour moi c'est hyper intéressant, un projet sportif sur tant d'années et ne pas avoir juste l'instant T. Et je pense que Célia fait partie de ce projet peut-être Cap 2030 avec les Jeux Olympiques. En tout cas, quand on voit là le niveau élite féminin en France avec Amandine et Célia qui se tirent un petit peu la bourre derrière Lise Révolt qui a été championne du monde. Moi, la question que je pourrais te poser éventuellement, François, par rapport à ce niveau élite dame, quelle est la plus-value pour toi en tant que sélectionneur de l'équipe de France pour apporter à Amandine, qui est chez Powells, ou à Célia qui est à la FDJ Suez et chez Icebike? Qu'est-ce que toi tu apportes de plus pour que justement ces filles soient, quand elles sont en équipe de France, encore meilleures que quand elles sont avec leur équipe? Parce que c'est compliqué finalement d'intervenir et d'être même intervenant durant la saison alors qu'ils courent avec leur maillot de marque, quoi. Après, tu sais ce que c'est. Je dirais la relation qu'il peut y avoir avec l'équipe de France, elle se fait sur la durée. Et quand on est sur un championnat, de toute façon, tu es amené à travailler avec la fédération et puis avec le staff de l'équipe de France. Donc il faut tout simplement se dire on faut rester à sa juste place. Déjà, la base, c'est de mettre en confiance chaque coureur qui se sente bien dans l'équipe, dans le groupe France, parce que ça fait partie déjà d'une des clés, d'être bien, de se sentir à l'aise, en confiance, et surtout pour se mettre en confiance à l'approche du mondial, comme sur les différentes manches de Coupe du Monde. C'est aussi pour ça que Célia, vous êtes posé souvent la question, comme certaines filles, sont avec l'équipe de France 3-4 fois dans l'hiver, quand on est sur les manches de Coupe du Monde où il y a les catégories jeunes, notamment le matin, pour que quand arrive les championnats,
elle puisse être dans un environnement qu'elle connaisse et qu'on puisse aussi travailler avec elle sur la durée, comme on peut le faire avec les garçons. Amandine, elle a fait tout son cursus, un petit peu de formation avec l'équipe de France sur les catégories juniors et puis espoir, où elle venait régulièrement aussi avec nous. Et après, d'ailleurs, arrivée chez les élites, là, elle est avec son team et puis on apporte différemment, je dirais, à la fois de la confiance, des conseils techniques. Ce qu'il faut, c'est pas se marcher dessus, c'est savoir quelle est sa place et puis surtout, je dirais, rester toujours là quand notamment ça va pas, parce que finalement, quand tout va bien, quand l'athlète est en confiance, ça c'est sûr. c'est assez facile, mais c'est souvent dans les moments un peu difficiles qu'on ne voit pas. Ça passe pas à la télé, ça généralement on n'en parle pas. Mais c'est là le plus important pour moi, c'est d'être là quand les filles ont besoin ou les garçons dans des moments difficiles de leur carrière ou de leur saison, parce que c'est ces moments-là où il faut aller chercher des ressources mentalement, se sentir épaulé et soutenu. Ben, c'est ce qui fait pour moi la différence sur le long terme en fait. Et c'est une des parties pour moi les plus importantes. C'est pas forcément uniquement le jour de la compétition, mais c'est tout au long de l'année, quoi, le suivi des athlètes et puis de leur environnement autour, quoi. Dans la continuité de cette réponse, François, là, vous êtes parti en stage récemment en Espagne. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous y avez fait, quelle est la journée type et quel est l'apport pour tous les coureurs et les coureuses à 2 semaines d'un mondial? Ils ont fait du baby-foot, Jérém, toute la journée. Et de la pétanque. Ouais, ben oui, ça aurait pu, hein, pour les mécanos surtout, parce que comme il faisait beau à Benidorm, ils avaient. Mais d'ailleurs, je tenais à remercier tout mon staff de l'équipe de France qui fait un super boulot tout l'hiver. Alors, ça fait un peu cliché de le dire, mais c'est toujours important. Moi, encore une fois, comme je dis souvent, sur une journée de compétition, quand j'ai à peu près une vingtaine d'athlètes et j'ai 14 staff, on arrive sur le circuit. Encore une fois, je ne dis pas ça, je veux pas de médaille, hein, c'est juste pour vous expliquer un peu le topo. Mais pour vous dire, on a à peu près 35 à environner autour les uns les autres. Et il faut vraiment une très bonne cohésion, aussi bien du staff que des coureurs, parce qu'il faut que tout le monde sache ce qu'il a à faire au bon moment, que le staff soit en autonomie quelque part, parce que moi je leur dis, mon énergie et mon temps, il doit aller vers les coureurs. Donc vous devez savoir ce que vous faites et vous devez rester toujours en gestion de l'émotion, parce que c'est souvent quand il y a un peu de pression qu'il y a de l'enjeu qu'il faut aussi que le staff soit toujours calme et ne change pas en fin de compte. C'est ça aussi la plus-value d'un staff quand il y a de l'enjeu, c'est de rester vraiment dans la bonne énergie et puis d'apaiser aussi l'environnement pour que le coureur il se sente bien quand il y a l'enjeu. Sur le stage, très clairement, moi je fonctionne de la manière où chaque coureur a un entraîneur individuel et moi en amont du stage, je demande à chaque coureur la planification qu'ils souhaiteraient avoir pour leur coureur cette semaine-là et après je fais des groupes de travail où j'envoie, par exemple, soit c'est Eric Salvetta qui est avec moi sur la route, soit c'est Arnaud en cyclocross pour travailler technique. Et moi, je suis plutôt sur les séances physiques spécifiques cyclocross. Et après, quand il y a du scooter à faire, pareil. Les kinés, eux, font plutôt tout ce qui est mobilité, même des fois les séances de musculation avec les coureurs. Et donc, j'essaie de répartir mon staff sur les différentes séances. Et l'objectif, c'est vraiment d'individualiser au maximum l'approche parce qu'on est sur une période de préparation finale et que la personne qui connaît mieux l'athlète, c'est l'entraîneur qui suit toute l'année coureur. Donc, moi, je ne vais pas changer les habitudes des coureurs une semaine avant l'objectif et puis leur faire des exercices qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est aussi ça l'objectif, c'est de pouvoir individualiser au maximum et c'est pour ça qu'il faut du staff compétent et on essaie en tout cas de faire les choses comme il faut. Et à Benidorm, c'était encore une fois top parce qu'il faisait beau, on a profité du soleil et puis et on est monté sur Override. Ton micro, Jérém. Jérém, le micro éteint. Oh là là, mais c'est très merde, je te jure. Non, c'est pas possible ce gars-là. Avec Tonio, tu vois ce qu'on subit. Avec Tonio, tu vois ce qu'on subit. Contrairement à toi. Ouais, mais vous allez voir lundi quand on va publier la vidéo des backstage qu'il y en a un qui souffre plus que les deux autres. Mais bref, en tout cas, tu sous-entendais que ma question était con, mais la réponse est très bonne de la part de François et merci à toi de nous faire vivre un petit peu en interne tout ce qui se passe. Tonio, vu que tu avais une ribambelle de questions, non, il y avait justement, je vais rebondir là-dessus parce que François a remercié son staff et il y avait quelqu'un qui nous avait remercié, c'est Johan Belot qui avait remercié. Il avait dit pas une question, mais un grand merci à toute l'équipe de France pour toute la saison qu'ils ont fait au top. Et voilà, en espérant que ça se termine de la plus belle des manières, même si la saison n'est pas totalement terminée après Hulst, mais voilà. En tout cas, il y avait pas mal de messages aussi qui remerciaient toute l'équipe de France et nous on te remercie aussi pour tout le taf que tu fais. C'est ça ta question? Non, j'en ai encore d'autres si tu veux. J'avais une question, mais je sais pas si je la pose. Est-ce que je la pose? Une certaine Amandine M. Je ne dirai pas qui. Elle a demandé. Non mais c'est toujours très important de préserver l'anonymat. Voilà, toujours, c'est une marque favorite chez nous. Qui était son chouchou? Alors elle a pas dit son ou ça, son chouchou en équipe de France. C'est là que le micro doit bugger, François. Ouais.
ou la couper à Il le fait bien, hein. Il l'a pas Ah, il mal. le Hein. fait très très bien. Oui, donc, alors, des chouchous. Et vous savez, tous les coureurs sont. J'essaye de faire ce que je peux, même si Steve, voilà, tu as toujours été spécial du groupe. Ah, ça s'est monnayé, ça, non? Ouais. Non. Non, là, il y a eu des Couille, ouais. arrangements. Paire de lunettes, tu le pot. Plus sérieusement, j'essaye en tout cas de donner le maximum de temps à tout le monde, même si, encore une fois, chaque coureur. Il y en a certains qui ont besoin de parler, d'autres pas forcément. Donc il faut essayer voilà, encore une fois, de faire ce qu'on peut pour que chacun puisse avoir un retour quand il en a besoin. Et j'espère en tout cas qu'il n'y a pas de ressenti tel que celui-là pour les coureurs de l'équipe de France. Donc ils ont tous leur caractère. Moi, j'ai beaucoup de chance de travailler dans cet environnement depuis des années. Je mesure ma chance. Je sais qu'un jour ça s'arrêtera parce que je me le dis souvent qu'il faut que je profite et c'est ce que j'essaye de faire. Et je veux pas avoir de regrets à la fin de ma carrière, en tout cas de l'équipe de France. Donc moi, je prends un plaisir monstre. Aussi les coureurs que le staff. J'ai la chance de pouvoir aussi choisir les personnes avec qui je travaille. Donc c'est pas le cas de tout le monde dans la vie professionnelle. Donc les sacrifices qu'on fait tout l'hiver pour que les coureurs puissent s'épanouir, même si des fois c'est dur, des fois on prend aussi des sauciers. Hein. Je veux dire, comme souvent, il y a des moments où ça gagne, et puis quand on rentre et puis qu'il n'y a pas trop de résultats, on se remet en question, et puis il faut de toute façon, même quand on gagne, on essaye de le faire quand même. Mais c'est sûr qu'en tout cas, ouais, moi je me dis toujours que je suis très chanceux de faire ce métier, et puis en tout cas d'être à ma place. Donc voilà, j'essaie de faire tout ce que je peux, en tout cas pour que les coureurs soient performants et dur aussi, et puis que tous se fassent plaisir, parce que pour moi, c'est une des clés. C'est pour qu'il y ait de la performance à long terme, il faut quand même se faire plaisir. Et puis, et dans le vélo actuel, c'est pas toujours évident parce que avec toutes les contraintes que les coureurs peuvent avoir, il faut essayer de mettre un peu de plaisir et puis de rigoler un peu, hein, parce que ça reste que du vélo et que il faut se rappeler parfois parce que les enjeux que certains peuvent être ou dans voilà, faut me garder un peu les pieds sur terre quand même. Et même si des fois je déconne beaucoup, c'est aussi ma manière à moi de quelque part de casser un peu le truc et puis de pas te prendre tout le temps trop au sérieux certaines fois, parce que quand même on vit des très belles émotions. Certainement il y a des enjeux forcément comme dans chaque métier et dans chaque sport de haut niveau, mais voilà, il y a. En tout cas, j'espère faire de nombreuses années avec cette génération-là qui monte et qui. On éteint les portables, Steve, pendant Mais il vient les de lives. redémarrer, excuse-moi. Ouais, monsieur, non, voilà. il y a pas d'excuse. Juste, Vas-y. et François était très sérieux et je vais pas non plus lui dérouler le tapis rouge, etc. Mais pour avoir pratiqué François comme sélectionneur, c'est un des rares qui, avant de connaître l'athlète, veut connaître la personne. Et c'est là où il a tout compris, et c'est là où c'est que les gamins, ils aiment bien venir en équipe de France. C'est qu'ils savent qu'ils vont côtoyer quelqu'un de sérieux qui les connaît. Quand vous êtes coureur et que vous avez 10, 12, 15 coureurs dans chaque catégorie, vous devez savoir si c'est un garçon timide, si c'est un garçon qui est extraverti, si c'est un garçon qui aime bien faire le con pour décompresser, ou à l'inverse, quelqu'un qui va être tout seul dans son coin, etc. Et François, il a cette capacité à cerner très très rapidement les gens et à savoir si oui ou non il est dans une bonne dynamique. Et ça, c'est une vraie qualité que tu as, François. Et je pense qu'un bon sélectionneur, au-delà d'être un bon entraîneur, de donner les bonnes séances, c'est quelqu'un qui justement est capable, comme toi, de temps en temps de dégoupiller et de faire déstresser un petit peu tout le monde. Et pour ça, je voulais vraiment te féliciter parce que moi, j'adorais venir en équipe de France. Et aujourd'hui, c'est un vrai regret de ne pas avoir été plus sérieux. Mais heureusement qu'on pouvait rigoler et dégoupiller parce que je pense que sinon, je pense que j'aurais pas eu une carrière aussi longue. Donc, c'est l'occasion de te le dire, mais tu le sais déjà ce que je pense de toi. Donc, merci pour tout ce que tu as fait. Bravo, Le prochain, Steve. Jacques, pour reprendre ta place. Il nous reste. Elle n'en loupe pas une. Hein. Il nous reste 1 minute. Et j'ai préparé un quiz pour toi, François. C'est un vrai ou faux. Donc, je vais enquiller les questions. Il n'y a pas de joker. Tu as déjà utilisé ton joker tout à l'heure sur les objectifs. Vrai ou faux, tu as déjà tenté de convaincre Mathieu Van Der Poel de courir pour la France? Pas lui directement, mais ses parents. Vrai ou faux, tu as déjà tenté de convaincre Marion Norbert-Ribérol de revenir courir pour la France? Bon, ben Marion, oui, mais pour moi, elle est toujours française, Marion. C'est. Vrai ou faux, tu as déjà croisé Anthony Nicolas complètement torché au chapiteau? Vrai. Vrai ou faux, tu montres le soleil de Steve Chenel à 3 aux jeunes pour montrer ce qu'il ne faut pas faire? Non, pas. Non. Vrai ou faux, tu reçois régulièrement des messages de Tonio pour te soutirer des infos? Vrai.
Vrai ou faux, dans 10 ans, tu te vois encore sélectionneur des Bleus? Oui. Et vrai ou faux, au moins un des Français présents à Holst sera un jour champion du monde en élite? Vrai. Et peut-être. même Vamos! Ah, Merci François. On Merci. rappelle que toutes les courses seront à vivre sur HBO Max. Il y aura les élites hommes, élites relais. dames sur Eurosport, mais il y aura le relais, les juniors, les espoirs. Et on vous souhaite de faire le plein de médailles et surtout de vous faire plaisir. à samedi. Merci François, merci les gars. Forza, Ah, il nous le forza, refait, il nous le forza. refait, il est beau. Allez. il est beau. Allez, ciao les gars, ça va Et nous, couper. rendez-vous mardi prochain. Hein. Mardi, Ah, ouais, pas lundi. ouais, oui. Mardi. Bye, ciao. Ciao.